Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 100% Paddock. Aujourd'hui, une nouvelle émission sur le Grand Prix de Chine avec notre équipe 100% à bloc pour nous débriefer tout ça. On commence tout de suite avec un petit retour sur les qualifications avec toi, Victorien. Ouais, dans cette course sprint très matinale, c'est Lewis Hamilton qui est parti en pole position devant Max Verstappen. Hamilton a converti sa pole en victoire après avoir mené de bout en bout les 19 tours samedi matin à Shanghai. Il s'impose devant Piastri, Verstappen, Russell et Leclerc. C'est son premier succès avec sa nouvelle équipe. Jamais un pilote de Ferrari n'avait remporté une course sprint, donc c'est une première depuis l'introduction de ce nouvel exercice en 2021. Et donc il fallait que Hamilton arrive pour cela. De son côté, Norris, le leader du championnat, a souffert. Il s'est qualifié sixième et il termine seulement huitième après une erreur au départ qui a profité à Tsunoda et Antonelli qui rentrent dans les points. Une course sprint qui a fait briller donc Hamilton et la Scuderia. Mais qu'en est-il des qualifications, Margot? Eh ben, Oscar Piastri s'offre la première place, battant George Russell seulement d'un dixième. McLaren confirme sa forme avec Lando Norris qui complète le top 3. Derrière Verstappen, il y a Verstappen qui part quatrième, suivi des deux Ferrari. Lewis Hamilton un peu en retrait après sa belle course en sprint, comme il disait Victorien. Et ensuite Charles Leclerc. Belle performance aussi chez les Racing Bulls. Isaac Hadjar décroche la septième place, alors que son coéquipier Yuki Tsunoda, lui, termine neuvième, séparé par la Mercedes de Kimi Antonelli. Il est suivi ensuite par Alex Albon avec sa Williams qui ferme comme ça le top 10. Après, on retrouve la Haas d'Ocon, la Sauber Hülkenberg et les deux Aston Martin d'Alonso et Stroll. Carlos Sainz, quant à lui, galère encore avec sa nouvelle monoplace et doit se contenter de la 15e place. Derrière, on retrouve une Alpine de Gasly 16e et celle de Douane 18e. Entre eux, on retrouve Oliver Berman. Enfin, en dernière ligne, il y a Gabriel Bortoleto et Liam Lawson. Un samedi compliqué pour le jeune néo-zélandais qui peine vraiment encore avec sa Red Bull ce week-end. Bien, merci. On passe tout de suite au débrief du Grand Prix de dimanche. Toujours avec toi, Margot. Dis-nous ce qui s'est passé dans ce départ. Et ben, dès l'extension des feux, Russell tente d'attaquer Piastri au premier virage, mais il doit lever le pied au point de corde et se fait immédiatement passer par Norris. En même temps, les Ferrari d'Hamilton et Leclerc dépassent un Verstappen un peu embrouillé au départ, mais dans la foulée, Leclerc rebondit violemment sur le vibreur du deuxième virage et touche la roue arrière de son coéquipier. Même avec l'aileron abîmé, le Monégasque reste en piste et fera sa meilleure prestation du week-end, comme l'expliquera tout à l'heure Marius. Plus loin, il y a Gabriel Bortoleto qui glisse en tentant de suivre Berman au septième virage. Il finit dans le gavrier, mais parvient à revenir au box et changer ses pneus pour un nouveau set de pneus blancs. Pas de miracle, pardon. En revanche, pour Alonso, qui hurle à la radio, qui ne peut plus freiner et doit abandonner la course. Un départ un petit peu rocambolesque qui n'a pas trop traduit la suite de ce Grand Prix. Marius, cet abandon de Alonso n'a failli pas être le seul. Dis-nous en plus. Et oui, parce que Charles Leclerc aurait pu terminer sa course très vite au bout du virage numéro 2, la fin de ce premier virage en escargot, puisqu'il s'est accroché avec son coéquipier Lewis Hamilton, qui était juste devant, et il a abîmé, détruit l'extrémité gauche de son aileron avant, perdant jusqu'à 30 points d'aéro selon son ingénieur, ce qui est normalement énorme. Néanmoins, il a eu du rythme pendant la course, ça s'est vu tout de suite. Il n'est pas du tout d'ailleurs rentré au stand pour changer son aileron. D'abord, il a voulu attendre un potentiel premier arrêt au bout d'une première quinzaine, vingtaine de tours. Et finalement, en fait, il avait beaucoup plus de rythme qu'Hamilton. Il était même bloqué parfois derrière son coéquipier. Il a demandé l'échange des positions en disant qu'il avait plus de rythme. Et c'est ce que Ferrari a fait. Et Ferrari a demandé donc le swap, l'échange de position des deux pilotes au tour 21. Donc c'était assez rapide dans ce début de course. Il a réussi à décrocher son coéquipier britannique parce que le but c'était d'aller chercher George Russell qui était juste devant. Il a réussi à revenir également sur George Russell, mais la Mercedes avait une très bonne sortie du virage 13 avant la dernière grande ligne droite du circuit, ce qui fait que Charles Leclerc n'a jamais été en capacité de s'approcher à moins de 8 dixièmes du Britannique pour le dépasser. Donc c'était compliqué, mais il avait quand même beaucoup de rythme.
N'hésitez pas dans le chat à nous dire ce que vous avez pensé de cette performance de Leclerc. Mais qu'est-ce qu'il en est de cette fin de course de Leclerc? Elle a démarré un peu bizarrement et elle finit Ouais. comment? Par contre, la fin de course, c'était pas trop ça pour le pilote monégasque parce que c'était bien au début quand les pneus étaient en forme, cette dégradation d'aileron, mais à la fin, avec des pneus hard qui étaient très usés, puisqu'il a opté comme beaucoup pour une stratégie à un arrêt. Le combo, la combinaison en fait, pneus hard usés plus dégâts sur la partie gauche de l'aileron, c'était très compliqué. Son rythme il s'est écroulé. Et d'ailleurs, Verstappen l'a doublé pour la 4e position en fin de course. Donc voilà, la morale, c'est une course qui traduit un peu les difficultés de Ferrari à comprendre leur voiture en ce début de saison, parce qu'on a une voiture pour Charles Leclerc qui marchait mieux avec un gros dégât d'aileron avant que sans. Donc on se pose quand même la question, il ne faudrait pas que Charles Leclerc doive casser un aileron à chaque début de Grand Prix pour avoir de la performance dans sa Ferrari. Oui, c'est un petit peu étonnant, Margot, en tant que tifosi. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur cette performance? Contre-performance, même. Alors, le début, on voit un Charles Leclerc qui dit on va survivre. Il répond comme ça sèchement, même au muret, oui, qu'il allait rester sur la piste et combattre en fait. Et on voit vraiment son talent qui ressort comme ça. Et c'est magnifique à voir, surtout pour une tifosi. Mais alors, après, pour arriver et voir malheureusement tout cet effort tomber à l'eau comme ça. C'est un peu désespérant, c'est aussi un peu, on peut dire, énervant aussi. Oui, c'est peut-être d'ailleurs cette stratégie à un arrêt un peu inattendu qui a causé un petit peu leur perte. Victor, tu nous en parles de cette stratégie, enfin ces deux stratégies différentes dans ce Grand Prix. Oui, effectivement, durant la course, les stratégies ont divergé en fonction des écuries. La raison, l'apparition de graining suite au resurfaçage du circuit. Alors, le graining, qu'est-ce que c'est? C'est la formation de boulettes de gomme sur le pneumatique, ce qui crée une usure prématurée, donc une perte de contrôle de la voiture. La gestion des gommes était la principale difficulté de ce week-end, et les écuries n'ont pas réagi de la même façon. La surprise de ce week-end était la faible dégradation, notamment sur les pneumatiques durs. Toutes les équipes s'attendaient à s'arrêter 2 fois, et finalement, le meilleur choix, c'était la stratégie à un seul arrêt. Et avec toutes ces informations, comment s'est déroulée la fin de cette course? Alors le top 5 a choisi de rester sur une stratégie à un seul arrêt et donc de préserver un maximum ses gommes. A contrario, Lewis Hamilton a déclenché la deuxième salve d'arrêt au 38e tour. Au final, les pneus hard se sont trouvés plus résistants que prévu. Dans le milieu du peloton, les Racing Bulls se sont fait avoir en s'arrêtant 2 fois. C'est une nouvelle fois une grosse déception pour Hadjar et Tsunoda qui visaient encore des gros points. Malheureusement, les deux pilotes terminent respectivement 11e et 16e. Victorien, tu nous parles de Red Bull. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux dans le Grand Prix? Oui, il y a eu des derniers tours de la course qui ont été très animés. Il y a d'abord Norris qui a fait face à des problèmes sur sa pédale de frein. Et voilà, il s'est plaint d'une pédale qu'il trouvait de plus en plus longue. Et voilà, le Britannique s'est retrouvé en souffrance. Il a vu Russell revenir comme un boulet de canon pour la deuxième place. Le pilote Mercedes a repris plusieurs secondes dans les derniers tours à Norris, qui a été contraint d'utiliser son frein moteur et de lâcher les gaz beaucoup plus tôt dans les virages. Voilà, Russell échoue seulement à 1,3 secondes de Norris. Et Verstappen a aussi tout donné jusqu'au tout dernier tour. Ouais, nous sommes au début du 53e tour. Le champion du monde livre une grosse bataille avec Charles Leclerc. Le pilote Red Bull surprend Leclerc au premier virage en tentant l'extérieur, puis décroise au virage numéro 2 à nouveau par l'extérieur. Verstappen du coup prend la 4e place qu'il conservera jusqu'au drapeau à damier. Une fin de course bien rythmée donc. Et justement, McLaren a quand même été devant ce Grand Prix. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end, Victor, pardon pour. C'est Pardon. difficile. McLaren, ils ont une nouvelle fois mis tout le monde d'accord en signant le 50e doublé de l'histoire de l'écurie britannique. Oscar Piastri a été impérial, jamais inquiété par ses concurrents, et Lando Norris s'est retrouvé lui un peu plus en retrait ce week-end. Le Britannique a vécu une fin de course proche de son pire cauchemar, avec, comme tu l'as rappelé, la perte progressive de son frein. Il conserve tout de même la deuxième place devant un George Russell revenu très fort dans l'échappement de la McLaren. L'écurie Papaye est bien partie pour être la grande favorite au titre, mais la saison sera longue. Quand Ferrari aura réglé ses problèmes, quand Red Bull aura apporté des améliorations, la hiérarchie pourra encore évoluer. Il faudra donc attentivement suivre ces prochains rendez-vous. C'était une performance quasi parfaite pour McLaren ce week-end, mais ça n'a pas été le cas de tout le monde, Marius. Et non, ça n'a pas été le cas puisque dans l'un des gros faits majeurs de ce Grand Prix, qui s'est déroulé post-course, c'était l'affaire des disqualifications. Près de 2-3 heures après la course, il me semble, on a d'abord eu
Leclerc, puis Gasly, puis Hamilton, donc les deux Ferrari disqualifiés. C'est la première fois de leur histoire que les deux voitures sont disqualifiées en plus. Leclerc et Gasly, c'était la même raison, c'était le poids de la voiture à l'arrivée qui était en dessous du minimum requis de 800 kg. Donc il y avait entre 800 grammes et 1 kg en dessous du poids pour les deux. D'ailleurs, l'an passé, Russell avait perdu sa victoire lors du Grand Prix de Belgique, il me semble, pour ce même problème. Et Hamilton, lui, il a été disqualifié à cause d'une usure trop prononcée du patin de sa Ferrari, donc les parties en dessous donc de la voiture. Le minimum requis, c'est une épaisseur de 9 mm. Malheureusement pour Hamilton, la partie gauche était à 8,6, la partie centrale également, et 8,5 à droite. Ça se joue à 4-5 mm à chaque fois, mais c'est la Formule 1, c'est comme ça. C'est vérifié à la fin. Donc malheureusement, rebelote pour Hamilton, puisqu'il avait été disqualifié pour cette même raison d'une usure trop prononcée du patin lors du Grand Prix des États-Unis à Austin en 2023. Et du coup, quelles ont été les conséquences sur le classement de ces abandons? La conséquence pour Gasly, dans tous les cas, il n'était pas dans les points puisqu'il a terminé 11e, même s'il me semble qu'il y avait un petit gap entre les disqualifications de Leclerc et Hamilton. Il rentrait provisoirement dans les points, mais suite à lui, sa disqualification, il en a pas hérité. Pour Ferrari, par contre, c'est beaucoup plus gros puisque c'est une perte de 18 points. Ils sont retombés à 17 points alors qu'ils en avaient 35. Et ils retombent surtout 5e au classement constructeur, à égalité avec Williams qui est 4e. Donc les deux ont 17 points. Donc c'est très dur pour Ferrari. Et en parlant de Williams, depuis quand cette écurie elle n'a pas autant brillé sur un début de saison? Et ça remonte à pas mal d'années. Il faut repartir en 2016, l'année où, vous savez, Rosberg a gagné son seul et unique titre mondial face à Hamilton. À l'époque, Williams, c'était Felipe Massa et Valtteri Bottas. C'est les débuts de Bottas et la fin du Brésilien Felipe Massa. Et sur les deux premiers Grands Prix, ils avaient inscrit 20 points contre 17 cette année, donc on est proche. À la fin de la saison en 2016, Williams avait terminé avec 138 points, donc on leur souhaite en tout cas de poursuivre sur cette lancée et de construire leur saison de la même manière. Et un petit rappel, l'année passée, Williams avait fini avant-dernier au championnat constructeur et avait cumulé seulement 17 points dans toute la saison, donc l'équivalent de 2 Grands Prix cette année, ça présage que du bon. Victor et Victorien, comment vous voyez cette saison de Williams avancer avec des résultats inespérés dès le début? C'est assez surprenant, mais le début de saison de Williams, pour l'instant, ils sont constants sur les deux courses. Alors, on a vu les autres écuries du milieu de peloton, ils font plutôt des coups d'éclat, comme Haas ou Sauber. Par contre, Williams est plutôt constant sur ces deux courses, ils sont toujours là quand il faut. Donc, c'est un très beau début de saison. Quand Carlos Sainz va commencer à mieux s'intégrer dans la voiture, ça va aussi faire des bons résultats. Et puis c'est une écurie historique de la Formule 1, donc c'est bien de les voir revenir à un bon niveau, donc, surtout avec un duo de pilotes quand même assez fort et assez complémentaire que sont Albon et Sainz. Donc, ouais, ça commence à être solide en plus avec James Wolfe aux commandes qui vient de Mercedes à l'époque. Donc on sent vraiment qu'il y a eu quelque chose depuis 2-3 saisons qui s'est insufflé dans les rangs de Williams. Le chat, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette écurie montante historiquement. Ça fait toujours plaisir de voir des écuries qui sont là depuis longtemps revenir à un bon niveau, j'allais dire top niveau, mais bon, on n'est pas encore là. Place maintenant au bonus-malus. Et donc on passe tout de suite à la radio que la team a choisie, et celle de ce Grand Prix, elle a été entendue chez Racing Bulls. Écoutez Yuki Tsunoda. I want to use my front. You don't want to? Well, I want to. Okay, do what you need to do. C'est donc bien Yuki Tsunoda qui décide de faire ce qu'il veut ou non avec sa monoplace dans cette écurie. Une radio qui a suscité des rires, mais qui a aussi mis des gens dans une situation perplexe. Marius, un mot sur cette radio? Moi, j'aime bien quand les pilotes font le choix d'oser à la radio sans évidemment manquer de respect ou ne pas écouter leurs ingénieurs, parce que c'est quand même eux qui ont une vision globale de ce qui se passe sur la piste, que le pilote, souvent, il est dans sa vision de la course. Franchement, je trouve que c'est positif. Venant de la part du Yuki Tsunoda, en plus, on sait qu'il convoite le baquet Red Bull. Ça montre en tout cas une certaine forme de caractère. Oui. Et toi, Margot? Moi aussi, je suis contente quand même pour Yuki de trouver aussi ce caractère, oui, parce que souvent, il a été un peu mis de côté par Helmut Marko, on le sait, et il a vraiment envie de trouver, de montrer son talent au sein de l'écurie. Donc oui, moi je trouve c'était pas mal. Il a peut-être quelque chose à prouver aussi, qu'il mérite sa place, peut-être chez Red Bull.
On a vu ce week-end que vraiment ça a commencé à prendre Oui. forme et que ça allait vraiment sûrement arriver. Victor, tu nous parles, toi, du plus beau dépassement de ce week-end. Mais le plus beau dépassement du Grand Prix de Chine, il revient à notre tricolore Esteban Ocon, auteur d'une superbe manœuvre pleine de courage sur Andrea Kimi Antonelli. Dans la longue ligne droite du circuit de Shanghai, le jeune Italien ferme la porte à l'intérieur à Esteban Ocon, mais laisse un trou de souris. Il n'en fallait pas plus à Esteban Ocon pour s'engouffrer dedans. À plus de 320 km/h, il met ses deux roues droites dans l'herbe. Il frôle d'ailleurs le panneau indiquant les 200 mètres avant le point de corde, puis revient sur la piste pour rassurer le freinage à l'intérieur de la Mercedes d'Antonelli. Un dépassement qui restera à coup sûr certainement comme l'un des plus beaux de la saison. Victorien, pardon, est-ce que tu es d'accord avec ce choix, même si c'est un choix de C'est notre un choix équipe, d'équipe oui, et ouais, je suis... qu'est-ce qui nous a fait en fait choisir pour toi ce dépassement plutôt qu'un autre? Bah, c'est un dépassement osé de mettre comme ça ses roues dans l'herbe. C'est risqué, il aurait pu attendre et essayer de le doubler dans le tour d'après. Donc non, ça vient justement ponctuer sa très belle course et chapeau à lui, hein. Marius, toi, tu nous parles de la Maestria et à qui on l'a donné cette Et ben, on Maestria? l'a donné à Oscar Piastri, évidemment le vainqueur de ce Grand Prix. Et puis on a envie de dire enfin pour Oscar Piastri, enfin la course référence. C'est sa 3e victoire en F1, mais c'est vraiment la première qui fait référence et qui est tout en haut de son palmarès, entre guillemets, par son importance. Le week-end, il avait très bien commencé puisqu'il était devant Norris sur la course sprint. Sa première pole position aussi en qualif devant Norris, même si c'était assez serré. Et puis après, George Russell s'est intercalé. Excellent départ pour contenir George Russell. D'ailleurs, il y a eu une petite vidéo dans la cool room avant le podium entre les deux où Russell avouait qu'il avait été très bien bloqué par Piastri. Donc c'est marrant de voir cette complicité quand même entre les deux. Et puis surtout, on a vu un Australien qui n'a pas du tout été perturbé pendant le Grand Prix par les stratégies, par les événements derrière lui, par des rythmes quand même qui étaient assez proches. Norris était deuxième, Russell derrière, les Ferrari n'étaient pas très loin. Il n'y avait pas 30 secondes d'écart entre les pilotes. Donc un grand sang-froid dans les décisions. Superbe gestion des pneus. Alors évidemment, il avait l'air libre, l'air propre devant lui puisqu'il était premier, mais c'est aussi le privilège du poleman et de celui qui mène le Grand Prix. Donc c'est le travail en amont qui paye à ce moment-là. Il n'a pas été inquiété non plus par les problèmes à la fin du Grand Prix de frein de Norris qui aurait pu arriver sur sa voiture. On sait que souvent quand il y a des problèmes de ce genre, ça peut être corrélé avec les deux voitures et les deux voitures peuvent en souffrir. Donc c'est une victoire tranquille en patron pour Piastri ce week-end. Et quels sont les enseignements qu'il a tirés de cette course Piastri? Eh ben, on a le sentiment qu'il a fait sauter son plafond de verre, qui l'empêchait peut-être d'être considéré comme un candidat très crédible à la victoire finale. Il avait gagné l'année dernière en Hongrie, avec un petit micmac avec Norris, puis en Azerbaïdjan d'ailleurs avec un superbe dépassement sur Charles Leclerc au premier virage. Mais voilà, là, cette saison, c'est autre chose. McLaren part devant, ils vont jouer le titre, assurément. Il s'est raté au premier Grand Prix, donc il fallait rebondir, mais de quelle manière? Franchement, c'est impressionnant ce qu'il a fait, et je pense que maintenant, il va être considéré comme vraiment un candidat crédible. Il se replace au championnat, il a 34 points, seulement 10 points derrière Norris, qui est premier. C'est très bien payé, parce qu'avec son erreur en Australie, qui lui donne la 9e place, être seulement à 10 points après 2 Grands Prix, c'est très bien. Et donc c'est, je pense, la victoire son week-end le plus important, le plus réussi en Formule 1. Parce que maintenant, je pense qu'il doit savoir qu'il a les capacités d'être champion du monde. Oui, c'est surtout une victoire qui prouve que cette saison, elle va être très très serrée entre les 4 top teams qu'on connaît. Et ça fait du bien parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas des saisons très très avec du suspense, quoi. Donc on a hâte de voir la suite. Pour le bonus, c'est une performance étonnante qui le reçoit. Margot, dis-nous en plus. Eh ben, le bonus, il va à la Haas. L'écurie américaine a surpris tout le monde ce week-end en Chine, terminant d'abord 7e et 10e, avant de grimper à la 5e et la 8e place après les disqualifications des deux Ferrari et de Gasly. Esteban Ocon signe une formidable P5, s'imposant comme le meilleur des autres en terminant premier hors des écuries dominantes. Oliver Berman aussi a offert un beau spectacle avec plusieurs dépassements, dont un qu'il termine avec un savoureux ciao lancé à Liam Lawson après l'avoir dépassé. Et donc, le dernier point que nous allons aborder sur ce Grand Prix, c'est la personne qui a reçu le malus. Et c'est Victorien, c'est toi qui nous en parle. Oui, c'est Liam Lawson qui a reçu ce malus. Nous avons assisté donc à seulement 2 courses dans ce début de saison 2025. Et déjà, les rumeurs enflent sur un potentiel remplacement de Liam Lawson.
Yuki Tsunoda, dont le début de saison est très très solide du côté de Racing Bulls, l'écurie petite sœur de Red Bull, pourrait le remplacer dans ce second baquet. On revient un tout petit peu, Margot, sur C'est ta pour ça. chronique. Voilà. Mais comment ils ont réellement réussi à se classer si haut dans ce Grand Prix As malgré leur performance? Eh ben, la monoplace a montré de vrais signes de progrès et l'équipe a su adapter sa stratégie en pleine course. Initialement, ils étaient partis sur 2 arrêts et ils ont finalement opté pour en faire qu'un, profitant d'une faible dégradation des pneus. Au micro de Canal+, Ocon est très optimiste et il dit on manquait un peu de vitesse en ligne droite, mais c'est une belle progression par rapport à Melbourne. Cela prouve que nous savons où nous allons. Après donc un début de saison difficile, As rebondit enfin, marquant de gros points et se retrouve 6e au classement constructeur. Donc ça, c'était la fin de notre bonus. On revient sur le malus, désolé. Et on revient avec Liam Lawson et Victorien. Et il est, on l'a vu en souffrance depuis dans ce début de saison. Et il l'a encore montré hier. Ouais, son début de saison est tout simplement catastrophique. Il a été éliminé en Q1 des 3 qualifications auxquelles il a pris part avec Red Bull. À Shanghai, il est même dernier de la qualification sprint, mais aussi de la qualification pour la course. Il n'a pas encore marqué de points cette saison. Hier, il ne finit que 12e malgré les 3 disqualifications des pilotes devant lui. Donc voilà, le temps est compté pour le Néo-Zélandais. La grande question des prochains jours sera de savoir si Helmut Marko veut vraiment sauver le soldat Lawson. Et un petit rappel donc sur les points à la suite de cette course. On a en premier Lando Norris avec 44 points, un petit clin d'œil à Hamilton. Verstappen 36 points, Russell 35 points, Piastri 34 points. Donc c'est très 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 serré dans ce top 4. Ensuite on a un petit peu plus loin Andrea Kimi Antonelli avec 22 points, Albon 16 points, Ocon 10 points quand même. Plus qu'Hamilton. Hein. Il est donc ex aequo avec Stroll, aussi 10 points. Et 9e et 10e, on retrouve Hamilton et Charles avec 9 et 8 points. Donc voilà, on va passer au petit quiz à présent que j'ai préparé pour les chroniqueurs. Donc, c'est un quiz avec plusieurs difficultés de questions. Des questions simples, moyennes et compliquées qui rapportent toutes 1, 2 ou 3 points. Et si je ne leur donne pas les propositions, vous avez 1 point en plus. Si vous êtes trop en galère, je vous donne des propositions. Ok. Je vais noter les points et on y va. On appuie sur les petits buzzers que vous voyez en face de vous. C'est parti, merci. Donc, niveau facile, donc 1 point. Sur quel circuit se déroule actuellement le Grand Prix du Japon? Marius, Suzuka. est-ce que tu peux me donner le nom entier? Est-ce que tu l'as? Sinon, Ah, c'est pas non. grave, mais... Je l'ai pas du tout. Ok, c'est Suzuka International Racing Course. Ah, Voilà. je pensais que ça allait être d'autres noms japonais. Oui. Ah non, j'ai pas du tout. Donc, deuxième question à 1 point. En quelle année le Grand Prix du Japon a-t-il rejoint le calendrier de la F1 pour la première fois? C'est question à 1 point, ça? Oui. Et B. Et On parce va- qu'avec les on va attendre les propositions, c'est un peu plus propositions, facile. ouais. Lisa qui avait dit Suzuka. Petite dédicace à Lisa. Il y a eu Fuji en plus. Ouais, est-ce que c'est Suzuka ou Grand Prix du Japon Du Japon. Oui, donc il faut compter Fuji. Bon, je vous donne... Oui. 1974. Non. Ah, Pas loin, il y a pas le- loin. Putain. 71. Non. Je vous donne les propositions. Oui. 1976, 1987. 1976. Ouais, c'est ça. Ah, je voulais le dire en plus. Bon, alors, on a 2 points pour Marius pour l'instant et 1 pour Victorien. Je note au fur et à mesure, sinon je vais me perdre. Attendez, je regarde sur le chat si... 76, Lisa avait dit. Allez, mon Marius. elle est trop forte. Tu vas pêcher sur celle-là. Dernière question à 1 point. Qui est le pilote le plus victorieux du Grand Prix du Japon? Vas-y, Marius. Lance-toi. C'est Ayrton Senna. Et non! Oui. Michael Schumacher, non? Oui, c'est ça. Donc 3 points pour Victorien. On passe au niveau intermédiaire. Et Quelle est la particularité du circuit de Suzuka par rapport aux autres circuits du calendrier? Ah, je sais. Il y a la piste, elle passe en dessous et Ouais. au-dessus. Je sais pas comment l'expliquer, Oui. mais Ouais, c'est ça. Ok, ouais, bah ok. Il a une configuration en 8, c'est le seul circuit du calendrier qui est pas sous un pont. Voilà. Donc 2 points pour Victor. C'est serré, hein, bon Margot.
Bon, Lisa avait dit Hamilton au hasard, mais non. Malheureusement, il n'a pas ça dans son palmarès. En 1989, quel duo légendaire a été impliqué? C'est Victor. Prost Senna. Ça, c'est moyen, ça. Ça va, il a été Facile, direct. ça. Oh ben pardon, hein, Marius, la prochaine fois tu Ah feras ouais, le quiz. Hein. Quel pilote japonais a obtenu le meilleur résultat au Grand Prix du Japon? Kobayashi. Oui. Ah ouais. 2 Allez. points pour Marius, Bien Victor. joué, bien joué. Moi, je Et me rappelle Marius, 4 rien. points, Victorien 3 points. Et Margot, 0. Voilà. Mais il reste des questions difficiles. Oui. Ça va, Margot. Oui. Non, attendez, j'ai. C'est ça. Je Victorien. Non, c'est- Et oui, c'est bien que ça tourne aussi. Donc, en 2005, sous une pluie battante, quel pilote est parti 17e à remporter une victoire mémorable? Raikkonen. Bravo, Victor. il est Bien chaud. joué, bien joué. Là, je l'avais dit. J'étais devant la télé pour cette course. Ah bah Quelle oui. équipe a décroché son premier doublé en Formule 1 lors du Grand Prix du Japon 2019? Ça devrait vous donner une indication. Red Bull, non? Non. Ah non. Mercedes. Oui. Ah oui. Oui. 3 points. Premier doublé Oui. de Mercedes. Au Grand Prix du Japon. Ah, au grand. Ah. Oui, putain. Ah, oui, ouais, ouais, j'ai bugué. Non, non, au Grand Ah Prix oui, du Japon. oui, oui. Ah ouais, putain, ils avaient- Euh. en même temps, ils sont arrivés en 2010. En 1900... Allez, petite balle perdue. En 1998 et 99, quel pilote a décroché 2 titres consécutifs? Hakkinen. Bravo, Marius. Ah, je m'attendais à une question sur le Japon. Du coup, j'ai pas. Pardon, je me trompe sur les points. Dernière question. En 2014, un dramatique accident a eu lieu. Jules Bianchi. Oui, mais pour quelle écurie? Pour Marussia. Ah, laisse-moi le temps de finir. Victor, Bon, ben, Marius a remporté ce quiz comme je m'y attendais. 11 points, Margot 3, Victor 8, Victorien 3. Donc vous êtes égalité, ça va. Ça va, ça va. On perd ensemble de nouveau. Mais voilà, hein, on a terminé notre émission. Un grand merci à vous tous et c'était un véritable plaisir de vous avoir retrouvés. Nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines, donc le 6 avril pour justement le Grand Prix du Japon. À très vite sur 100% Paddock. merci. Salut. Au revoir. Salut.